Réconcilier économie, sociale et politique. Une gageure ? Entre économie, sociale et écologie, les équilibres et les arbitrages sont souvent difficiles. Une émission dans la droite ligne de l'éducation populaire, point de polémique, juste des faits et des points de vue. Bonjour, c'est Xavier, Mathilde et François pour cette première émission consacrée à l'économie, le social et l'écologie. La question est comment réconcilier ces trois pans de la société. Et pour cette première émission, actualité oblige, on va parler de budget de l'État et de budget de la protection sociale, concordance et différence, avec Mathilde Digné, qui est députée de la 4e circonscription, donc qui connaît très très bien Guichen, d'Ille-et-Vilaine bien entendu, et qui a été au cœur des débats sur les budgets depuis plusieurs années, et François Astolfi, qui est membre du collectif Les Jours Heureux. Dans un premier temps, nous nous attacherons à découvrir les mécanismes parlementaires aboutissant au vote des budgets, puis nous découvrirons l'histoire de la sécurité sociale de 1945 à nos jours, pour finir sur un peu de chiffres pour comprendre de quoi sont faits ces budgets, les recettes, les dépenses et les dettes. On va donner la parole à Mathilde. En effet, on a tous entendu parler de commission des affaires sociales, de commission des finances, de navette parlementaire, de commission mixte, de 49.3, on a entendu parler plein de fois, d'amendements, de motions de censure. Mais j'aimerais bien que tu nous éclaires un petit peu sur le parcours du vote des budgets, aussi bien de la sécurité sociale que de l'État, parce que c'est le même parcours. Voilà, je t'écoute. Eh ben, déjà, bonjour et merci de l'invitation. Alors, en effet, le parcours, la navette parlementaire des projets de loi, eh bien, je trouve que c'est intéressant de s'y pencher parce que c'est particulier, notamment sur les projets de loi de finances. En gros, on va avoir un projet de loi de finances et donc le budget de l'État et un projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et en plus, ces deux projets de loi se composent différemment puisque le projet de loi de finances, le budget de l'État, il va y avoir une partie recette, une partie de dépenses. Donc le gouvernement va proposer ce budget et il va arriver à l'Assemblée nationale en commission des finances. Qui va être saisi au fond et sur certaines parties, donc là c'est plutôt sur le volet dépenses, certaines commissions vont être saisies pour avis. Bon, donc on commence par la partie recettes, ce qui déjà semble un petit peu particulier parce que on va débattre des recettes, on va voter les recettes et ensuite, en fonction des recettes, on va voter les dépenses. Donc c'est-à-dire qu'on est aussi limité par rapport à ce qu'on va voter sur les recettes en premier. Et donc la partie recettes passe en commission et ensuite elle arrive en commission des finances et ensuite elle arrive en séance. En parallèle, quand on débat de la partie recettes en séance, la partie dépenses, les débats sur la partie dépenses commencent en commission des finances et en commission, par exemple, sur la partie budgétaire agriculture, la commission des affaires économiques, elle est saisie pour avis. Donc là, ce qui s'est passé, peut-être pour expliquer, c'est que la partie recette, on a débattu de toute la partie recette en séance. Il y a eu un vote à la fin. À l'Assemblée nationale. La partie recette a été rejetée. Donc, on ne peut plus débattre sur la partie dépenses. Le texte est renvoyé dans sa version initiale au Sénat. Ça, c'est pour le projet de loi. Donc, pour faire court, le travail de la commission de la commission des finances qui avait amendé largement le budget et les amendements qui ont été faits par les parlementaires de l'Assemblée nationale. On fait comme s'il n'y avait plus rien, et puis on reprend le budget initial qu'avait proposé le gouvernement. Au Sénat. Oui, voilà. C'est ça. Et le projet de loi de finances de la sécurité sociale, donc le budget de la Sécu, de la protection sociale, lui, c'est un seul et même budget. Donc dans un seul et même texte, on va avoir la partie recette et la partie dépenses. Donc c'est la petite différence. Et celui-là, il va passer en commission des affaires sociales. Le même objectif, c'est d'amender pour améliorer le texte. Puis après, on va aller auprès des députés qui vont aussi amender. Ça va être, les amendements vont être votés en accord ou en désaccord. Et puis on aura un texte final où il y aura le vote de l'Assemblée nationale. Si il est refusé, c'est pareil, on annule tout, on envoie
au Sénat le budget initial qui a été proposé par le gouvernement. Et puis s'il est voté, ça va quand même au Sénat. Le Sénat doit aussi l'avaliser dans les mêmes termes. Et si, par exemple, ces budgets ne sont pas avalisés dans les mêmes termes, qu'est-ce qui se passe ? Alors, donc là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que le projet de loi de finances qui est arrivé pour le vote, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, pardon, qui est arrivé pour être voté à l'Assemblée nationale, donc après la commission mixte paritaire, parce que le texte arrive en séance, va au Sénat. Ensuite, il y a une commission mixte paritaire avec 7 sénateurs, 7 députés. Il en ressort un autre texte qui, du coup, doit être, doit être ensuite remis au vote à l'Assemblée. Sauf que le gouvernement, s'inquiétant d'un manque de majorité sur ce texte, a décidé d'activer le 49.3 de la Constitution pour faire passer ce texte. La réponse au 49.3, c'est la motion de censure. Si on a 49.3, ça veut dire qu'on revient tout le travail qui a été fait aussi bien par l'Assemblée nationale que par le Sénat, on enlève tout et on reprend le seul budget du gouvernement ? Non, ça veut dire que là, 49.3 sur le texte sorti de la commission mixte paritaire, c'est-à-dire que le texte n'est pas présenté au vote, mais le gouvernement dit: nous, ce texte qui est sorti de la commission mixte paritaire nous va, on veut proposer celui-là, et donc on ne le soumet pas au vote, on préfère engager la responsabilité du gouvernement sur ce texte, et donc activer le 49.3. Pardon, mais donc c'est après ce 49.3 que si un certain nombre de partis de l'Assemblée nationale ne sont pas d'accord, ils mettent une motion de censure. C'est ça. Donc en fait, la motion de censure permet de se positionner pour ou contre le texte qui a été imposé par le 49.3. Et les conséquences de la motion de censure, donc il faut 289 députés qui votent pour la motion de censure. Il n'y a qu'un vote pour. Il n'y a pas de vote contre, donc ceux qui veulent voter la motion de censure votent pour. Et donc il faut une majorité de députés pour que la motion de censure passe. Et les conséquences de cette motion de censure, c'est la chute du gouvernement. D'accord. Et là, c'est là où on en était au mois de décembre, et donc voilà, il y a un nouveau gouvernement qui s'institue, etc. Donc on a bien compris les mécanismes et puis les enjeux qu'il y a entre l'Assemblée nationale, le Sénat, et puis il y a 2 commissions quand même qui sont très importantes, la commission des finances ou la commission des affaires sociales qui essaye d'améliorer le texte avant la proposition, puis il y a cette commission mixte, c'est une commission j'ai envie de dire arbitrale, qui va essayer d'arbitrer entre les avis de l'Assemblée nationale, les avis du Sénat pour faire un texte consensuel. Oui, c'est ça. Alors, pour avoir déjà participé à une commission mixte paritaire, je peux aussi vous dire que ça va très vite, c'est-à-dire que on va recevoir des amendements qui vont être débattus très vite, et il faut se positionner pour ou contre ces amendements assez rapidement, prendre connaissance, et donc parfois en fait on se rend compte qu'il y a des négociations qui sont déjà faites avant la commission mixte paritaire, et c'est pour voilà, donc ce qu'on appelle les négociations de couloir. Oui, c'est ça. D'accord. Alors on en est arrivé là. Alors c'est très très exceptionnel qu'il y ait une motion de censure sur la loi de finances, puisque la motion de censure qui défait un gouvernement, il n'y en a eu qu'une seule, je crois, c'est en 1962, donc c'est très très vieux. Donc c'est très exceptionnel, et on arrive sur la loi de finances et la loi de la sécurité sociale sur un cas particulier, c'est qu'on va avoir affaire à une loi spéciale. Alors peut-être peux-tu expliquer ce que c'est que cette loi spéciale ? Alors, la loi spéciale, c'est une loi en fait qui va assurer la continuité de l'État sur la base du projet de loi de finances de 2024, et donc qui va servir simplement au fonctionnement de l'État, donc à payer les fonctionnaires, voilà. Et donc elle se base sur le projet de loi 2024.
Et elle va assurer donc la continuité de l'État au prochain débat du projet de loi de finances 2025 qui va avoir lieu fin janvier, février, quoi. Ouais, d'accord. Et cette loi spéciale a une particularité, c'est qu'elle est au 12e, c'est-à-dire qu'on la revote tous les mois, on la prolonge tous les mois. Donc ça peut ne durer qu'un mois, ça peut durer 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire toute l'année. Mais dès qu'il y a une vraie loi qui est plantée pour 2025, cette loi spéciale s'annule et puis c'est le nouveau budget qui revient. C'est ça. D'accord. Donc là, on comprend bien les enjeux. Je pourrais même ajouter autre chose, c'est-à-dire que comme ce qu'il y a eu en 2024, il y a eu le 49.3 sur le projet de loi de finances, donc c'était à l'automne. Et au printemps, il y a eu un projet de loi de finances rectificatif. C'est-à-dire qu'on peut voter un projet de loi pour l'année qui suit, mais on peut aussi faire des correctifs avec un projet de loi de finances rectificatif au printemps. Voilà, si le gouvernement se rend compte qu'il n'y a pas assez de recettes ou voilà. En fonction de la conjoncture qui peut avoir fait changer quand même un certain nombre d'éléments du budget initial. Voilà. Donc là, on a bien compris comment ça se passe, budget de la sécurité sociale, budget de l'État. Et on va essayer de creuser sur le problème de la sécurité sociale. Et moi, j'aimerais bien qu'on commence par de l'histoire, parce que la sécurité sociale, c'est une vieille histoire. Ça a commencé en 1945 avec Monsieur Croizat. J'espère que tout le monde connaît Monsieur Croizat, mais je sais que François va nous expliquer qui est Monsieur Croizat et nous expliquer un petit peu l'histoire de la sécurité sociale. La sécurité sociale commence bien avant qu'elle soit annoncée telle qu'elle dans les ordonnances de 45. C'était une myriade de petites structures qui, de ci, de là, à travers le pays, organisaient des prises en charge sanitaires différentes, selon les lieux, selon les origines. On appelait ça des mutuelles, souvent, qui étaient religieuses, ouvrières, municipales, toutes sortes d'organisations administratives et juridiques, et toutes sortes de couvertures. C'était très corporatiste. Dont les mutuelles corporatives et corporatrices, c'est sûr. La nouveauté de 45, c'est pas tellement la sécurité sociale, c'est le régime général. C'est qu'on essaye c'est le projet de Croizat. Enfin, quand on dit Croizat, c'est une figure emblématique, hein. C'est des millions de gens qui, à travers la France, avaient ce projet-là. Bon, c'était de faire en sorte que le régime général, accueille toutes ces différences déjà en place et couvre tout le monde et de la même manière. Réussite en partie seulement. D'abord, il y a eu des champs d'activité qui n'ont pas voulu rentrer dans la sécurité sociale, dans le régime général. Les paysans, les commerçants, les artisans ont leur propre régime. Déjà, un échec. En agriculture, on connaît bien, c'est la MSA, par exemple. Voilà. La forme... la MSA, pour ce qui était des commerçants, c'était plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Ça s'est fini assez récemment par ce qu'on appelle le RSI. Mais auparavant, c'était les assurances privées qui permettaient des options santé. On a fait beaucoup mieux depuis, mais en tout cas, à l'origine, ils ne voulaient pas entrer dans cette idée d'une mise en commun avec les ouvriers, avec le monde du travail classique, pour des raisons politiques essentiellement. Alors, ils préféraient dire... on achètera des appartements, on n'a pas besoin de la solidarité. Alors ça a marché pour la génération de l'époque, mais plus du tout pour les gens d'aujourd'hui, c'est une véritable catastrophe. Cela dit au passage, les régimes qui n'étaient pas ceux du régime général étaient déficitaires. Et sans qu'on le dise tant que ça, chaque année, le régime général compensait le déficit des deux autres régimes. Alors, on n'a pas fait des caisses, sauf que c'est intéressant de le savoir, parce que ces gens-là qui ont beaucoup critiqué le régime général, finalement, étaient en équilibre en fin d'année grâce au régime général. Bon, donc l'histoire est là. Alors, comment, au tout début, comment ça fonctionnait budgétairement la sécurité sociale? Il me semble qu'il y avait des conseils d'administration, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors, l'idée de la sécurité sociale, c'est quand même bien d'avoir en tête qu'il s'agit de recueillir la différence entre le salaire brut et le salaire net.
Quand vous demandez à quelqu'un combien tu gagnes, il va vous dire, je sais pas, un exemple, je gagne 1500 €. Mais il parle de son net. En fait, c'est pas ça, son salaire. C'est quelque chose comme 2000, son salaire brut. Mais on n'en parle même pas, on n'y pense plus, puisqu'il y a le précompte, et c'est l'employeur qui verse à l'URSSAF la différence entre le brut et le net. Mais le véritable salaire des gens, c'est le salaire brut, il faut répéter ça. Alors ça veut dire que quand la sécurité sociale récupère par la cotisation la différence entre le brut et le net, il est bien logique que cette part qui reste le salaire des gens soit finalement gérée par ces travailleurs-là. Où est la surprise ? Or, dans la mécanique actuelle, on a cette confrontation depuis 45 entre ceux qui n'étaient pas favorables à la sécurité sociale. Et il y en avait. Tout le monde de la finance trouvait ça absurde. À peine la sécurité sociale française est-elle constituée que des grandes compagnies nord-américaines mettent en route des batteries d'avocats pour chercher le biais pour contrer la Sécu. Parce qu'aucune assurance ne pouvait faire face à la Sécu, puisqu'elle a une approche globale de l'humain. Alors que les assurances, c'est pas leur truc. Elles cherchent des sous-possibilités de couverture, telle affection, et puis elle va vendre sa protection sous-spécifique. Ça, ils savent faire ça avec la concurrence. Mais pas une approche totalement globale qui couvre tout le monde. Donc il fallait casser la Sécu. Ils ont mis 70 ans, ils n'ont pas encore réussi. Mais c'est toujours cette idée-là. Donc l'évolution de la sécurité sociale, elle est aujourd'hui, je trouve, moi, dans la conscience des gens, de qu'est-ce que c'est que cette affaire-là. Et comme il n'y a pas de conscience, ou peu, ou pas assez, c'est présenté de façon trop compliquée, alors que ça ne l'est vraiment pas, c'est cette idée de cette part d'argent qui est notre salaire, qu'on met à la Sécu, eh bien nous le gérons, puisque c'est nos sous. Et c'est la raison pour laquelle il y avait des conseils d'administration élus sur étiquette syndicale. Jusqu'en 1967, où là, le patronat gagne une grande victoire par les ordonnances de 67, qui consiste essentiellement à mettre la parité. C'était parce qu'avant, il y avait 75% de salariés et puis 25% de patrons. Ouais. Et donc, les salariés avaient tout pouvoir sur l'argent qui leur revenait, finalement. Et en 67, il se passe quelque chose d'incroyable. Au nom d'une évidence qui paraît, comment on dirait ça, de bon sens, mais on sait que le bon sens est souvent pas loin du bon sens commun, quand même, c'est pas juste, là, 3/4, 1/4, moitié, c'est mieux, non ? Bon. Résultat, non, ça marche pas. Parce que quand on fait moitié-moitié, ça veut dire que le patronat va toujours trouver un allié quelque part dans le monde ouvrier. Et on sait, CFTC, CFDT, après, FO, c'est comme ça l'histoire. Et faire des alliances pour reprendre la main, car pour le patronat et pour la bourgeoisie, la question est moins une question d'argent que de pouvoir. Ils sont prêts à perdre de l'argent un temps, à condition qu'ils gardent leur pouvoir. Et là, ils le reprenaient, parce qu'ils avaient perdu de 45 à 67. C'était plus eux qui géraient, n'oublions pas, un budget qui frôlait à l'époque le budget de l'État. Et plus encore après. Donc cette affaire-là était absolument insupportable par la bourgeoisie. Oui, bien sûr. Et sur ce qu'on peut appuyer également, c'est-à-dire que finalement, c'est l'argent des salariés. On aurait pu imaginer que cet argent-là soit géré entièrement par les salariés, que les patrons n'aient plus rien à voir, puisque finalement, on leur avait dit, c'était du salaire. Alors après, on a beaucoup travaillé sur les effets de langage, puisque on parle plus de cotisation, on parle toujours de charge. Ça n'est pas une charge, c'est une cotisation qui permet de faire travailler les 5 branches de la sécurité sociale, qu'on va rappeler quand même. Il y a la famille, il y a la vieillesse, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il y a la maladie. La maladie, et puis la nouvelle, l'autonomie. C'est une nouvelle, un nouveau concept qui est encore en devenir, à mon avis. Voilà. Et donc c'est cette partie-là qui était en répartition. Moi, j'aimerais bien que tu rappelles la devise de Croizat sur... Oui, les principes de la sécurité sociale sont tout à fait particuliers et d'une modernité, d'une humanité... j'oserais dire ultime, parce qu'on peut pas faire beaucoup mieux que ça. Je cotise selon mes moyens, je reçois selon mes besoins.
ce qui est l'inverse total du monde assurantiel. Puisqu'on s'achète la couverture qu'on peut, donc il y a un rapport direct entre ce que j'ai payé et puis jusqu'où on va me soigner. Bien C'était sûr. pour sortir de ça que l'esprit de Croizat est un moment comme 45 ans en général, d'une modernité encore actuelle aujourd'hui. Parce que les forces qui étaient contraires sont des forces, c'est leur nom d'ailleurs réactionnaire en général, on l'utilise comme ça, c'est très clair et c'est bien dit. Ce sont des forces qui résistent à l'avancée et à la modernité humaine. Donc encore aujourd'hui, on pourra en parler peut-être, on est dans cette problématique en ce moment même. Tout à fait. On y reviendra d'ailleurs, mais voilà, pour bien visualiser, finalement la sécurité sociale c'est un pot commun et on redistribue en fonction des besoins et on a donné en fonction de ce dont on pouvait donner. Alors bien entendu c'est des pourcentages qui sont marqués sur le salaire, hein, bien entendu, mais voilà. Et donc c'est pour ça que si j'ai une grave maladie, je peux me payer cette assurance pour guérir. Autrement, je pourrais pas. Oui, voilà. oui. Etc. La famille, c'est pareil. Voilà. Pour toutes les branches, on est dans le même fonctionnement. On parlera un petit peu de la complémentaire, mais un petit peu plus tard, si tu veux. C'est très important. Oui. C'est très important. Je suis d'accord avec toi. Et là, on va rentrer un petit peu dans le vif des chiffres. On va essayer de ne pas être trop noyer les gens sur des chiffres, mais ce serait quand même intéressant qu'on parle des recettes dépenses et déficit du budget de l'État d'abord. Peut-être que Mathilde, tu as quelque chose à nous dire là-dessus. Oui, peut-être dire que quand le budget est arrivé en débat à l'Assemblée, le gouvernement cherchait à faire 60 milliards d'économies, 40 milliards sur les baisses de dépenses publiques, donc sur 20 milliards pour l'État, 15 milliards pour la sécurité sociale, 5 milliards pour les collectivités territoriales. Et du coup, pour faire ces 60 milliards d'économies, ils cherchaient à faire 20 milliards de plus par augmentation de la fiscalité. Voilà, ça, c'est déjà pour donner quelques chiffres. Et sur le budget de la sécurité sociale, puisqu'on en parlait tout de suite. On y reviendra après. On va rester un petit peu sur le budget de l'État. Il faut peut-être qu'on donne les masses du budget de l'État. Le budget de l'État, c'est en recettes, c'est 365 milliards pour 2023, hein, on n'a pas les chiffres de 2024, on aura des grosses surprises, je pense. Et dans ces 365 milliards, il y en a 70 qui vont aux collectivités locales et à l'Union européenne, parce que finalement l'État prélève des impôts qui ne lui reviennent pas. Hein. Et donc finalement, le budget les recettes de l'État, c'est 295 milliards. Et puis les dépenses de l'État, toujours pour 2023, c'est 455 milliards. 455 milliards, ça veut dire que le déficit du budget de l'État pour cette année, pour l'année 2023, pardon, excusez-moi, c'est 160 milliards. Alors là, on peut aller un peu plus loin en comparant avec le budget de la sécurité sociale. Je fais également les masses. Le budget de la sécurité sociale, les rentrées d'argent, les recettes de la sécurité sociale, c'est 600 milliards. Vous voyez, 295 milliards pour l'État, 600 milliards pour la sécurité sociale. C'est-à-dire que la protection sociale, c'est 2 fois le budget de l'État. Et les dépenses, et il faut savoir que, par contre, le déficit de la sécurité sociale pour 2023, on reste toujours sur 2023, ça va énormément vous étonner, c'est pas 160 milliards, c'est 11 milliards. 11 milliards le déficit de la sécurité sociale pour 2023. Voilà. Et donc on a des marges très très différentes. C'est-à-dire quand on parle de trou abyssal de la sécurité sociale, je crois qu'on se trompe beaucoup. Hein. C'est pas un trou abyssal. Si on revenait sur quelque chose d'un petit peu particulier, mais si on revenait à l'année, par exemple, on s'aperçoit que l'État, le 15 août, il a plus une thune, comme on dit, il a plus un centime, il doit
emprunter pour aller jusqu'au 30 décembre. C'est long. Le budget de la sécurité sociale, c'est pas pareil. Lui, la sécurité sociale, elle a pu une thune le 20 décembre. Le 20 décembre. Alors, il y a 10 jours difficiles dans leur année. Voilà un petit peu les marges aussi des choses. Et donc, c'est important de voir comment on peut dire autant de choses sur la sécurité sociale et son déficit, et aussi peu de choses sur le budget de l'État et son déficit. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, c'est clair. Après, je pense que sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, il y a plusieurs choses qui interpellent. Le budget, ce qu'on peut dire quand même, c'est que le budget qu'on nous présentait cette année, c'est du jamais vu. Enfin, la coupe budgétaire, l'austérité de ce budget, c'est du jamais vu depuis 2017. Et donc, le 49.3 et la motion de censure qui a été adoptée derrière, elle a empêché la diminution du nombre de lits, la diminution du financement des hôpitaux publics, parce qu'en fait, la sécurité sociale finance tout ça. Finance le service public, finance tout ce qui a trait à la santé. Et donc, ce qui est assez incroyable, c'est quand même de se dire qu'on va aller chercher à faire des économies sur la santé des gens et sur les services publics. Et on voit déjà que les hôpitaux publics sont en grande difficulté depuis des années. Et donc là, on allait creuser le déficit. Et peut-être pour dire aussi ce qui est par rapport à l'histoire de la sécurité sociale, c'est que avant, effectivement, c'était les gens qui géraient le pot commun. Et là, on se rend compte que du coup, c'est l'Assemblée nationale, c'est l'État. Et quand on voit comment l'Assemblée nationale est représentée, on voit aussi qu'il y a toute la population n'a pas son mot à dire de manière équitable, puisqu'il n'y a que 6% d'ouvriers et d'employés à l'Assemblée nationale, contre 45% en réalité dans la population. Donc ça pose aussi question. On peut même se demander, mais pourquoi les députés et les sénateurs s'occupent de la sécurité sociale et de son budget? Ça devrait être quand même les salariés et pourquoi pas un peu de patrons qui devraient s'occuper de ce budget. C'est ce qui existait d'ailleurs bien avant que le budget de la sécurité sociale. Ça fait pas si longtemps qu'il est voté par l'Assemblée nationale. Et moi je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de légitimité là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que Enfin, moi, je suis en désaccord avec cette manière de faire. Et si on regarde, on parlait de la MSA tout à l'heure, la MSA a encore un conseil d'administration, a encore un volet démocratique sur la répartition de l'argent qu'il y a dans le pot commun. Et lorsque la sécurité sociale fonctionnait avec des conseils d'administration, c'était une démocratie sociale. On est passé de la démocratie sociale à une démocratie politique pour une gestion qui est sociale. Oui, c'est ça. Et du coup, ce qui va, en fait, c'est-à-dire que la gestion de la sécurité sociale, elle va beaucoup évoluer selon la couleur politique qu'il y a, dominante qu'il y a à l'Assemblée nationale. Voilà. Alors, je vais dire peut-être une autre chose qui est très très importante, parce que l'enjeu de la sécurité sociale est très 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 grand, c'est que ces 600 milliards, quand même, ça passe pas par les banques, ça passe pas par la bourse. C'est de l'argent qui est redistribué automatiquement. Il y a juste des frais de gestion de la sécurité sociale. Et c'est en cela que les financiers trouvent ça énorme. Parce que 500 milliards, c'est à peu près, un quart du PIB de la France, quand même. Voilà. Donc, un quart du PIB de la France échappe aux financiers. Et ça, c'est compliqué pour eux. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien sûr que c'est compliqué, mais en fait, du coup, ça m'a fait penser à autre chose qui se passait, c'est sur les exonérations de cotisations sociales, justement. Où je pense qu'il y a, et c'est ça qui fait écho avec ce que je disais selon la couleur politique de l'Assemblée, on voit bien qui est pour les exonérations de cotisations sociales. On va dire que la droite dit plutôt
que eux, ils sont pour des exonérations de charges sociales, parce qu'ils estiment qu'une cotisation est une charge. Sauf que nous, ce qu'on dit, c'est que déjà, ce n'est pas une charge, c'est une cotisation. C'est en fait un salaire différé qu'on va toucher plus tard, soit quand on va arriver à la retraite, soit qu'on touche quand on est malade. Et donc, pour nous, c'est important de ne pas continuer à aller vers plus d'exonération des cotisations sociales, parce que en exonérant, en fait, on creuse le déficit, en fait, de la sécurité sociale, qui est un déficit fictif finalement, puisque c'est un choix politique pour un fonctionnement social. Donc ça pose problème. Et on peut rajouter une chose sur j'ai envie de dire, cette mainmise qui arrive petit à petit sur la sécurité sociale, c'est le rôle des complémentaires maladie. Est-ce que tu peux nous en parler, François ? Les complémentaires sont... Historiquement, ils ont toujours existé, puisque la sécurité sociale n'a jamais couvert à 100%. Par les résistances des structures existantes, mutualistes, religieuses, en 1945, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ça nous avait amené à peu près à 80%. Bon, mais au lieu de disparaître, ce qui était finalement dans l'idée des instaurateurs du régime général, Ambroise Croizat et tous ceux qui le représentent, eh bien ces complémentaires ont pris de l'ampleur. Et c'est la manière de jouer de ceux qui étaient opposés au régime général pour le réduire le plus possible et continuer, si possible, à le réduire au minimum, dans une sorte d'aide, mais que l'essentiel de la couverture maladie et retraite soit basculé dans le privé. Leur manière de faire est de s'appuyer sur les complémentaires. Alors, regardez en ce moment, alors il y a eu deux grandes étapes. L'ANI pour le privé, accord national interprofessionnel, qui impose les complémentaires dans le privé, et en ce moment, il y a des négociations, appel d'offres pour le secteur public. Tout le monde y passera. Comment ça marche ? On demande à l'employeur de payer la moitié de la cotisation. C'est présenté d'une manière attractive. On dit, c'est super, le patron va payer la moitié, bon, c'est bien. Et on discute de quel est le candidat à l'appel d'offres qui sera le mieux placé. Bon. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que, c'est l'employeur qui choisira l'organisme retenu. 2, que toute organisation capable de prendre en charge peut se porter candidat. J'entends par là les assurances, ceux qui n'étaient pas leur champ d'action non plus, ou marginalement. 3, les retraités sont exclus de la complémentaire obligatoire. Quand on arrive à la retraite, on la perd. Ça veut dire quoi ? On paye la part patronale, c'est-à-dire que ça fait doubler la cotisation, si on peut payer, au moment où la retraite fait qu'on baisse nos revenus. Mais, ou si on change d'entreprise, on aura la couverture de l'entreprise, puisque c'est le patron qui a choisi, et chaque patron choisit ce qu'il veut. Un système qui s'approche des États-Unis, qui est une catastrophe en matière de santé, puisqu'ils ont 18% de PIB, enfin de dépenses qui correspondent au PIB, nous, 12%. Et eux, ils ont un résultat sanitaire catastrophique, avec une exclusion de millions de gens, pas nous. Donc, même techniquement, même d'un point de vue de type capitaliste, notre système tient beaucoup mieux la route que le leur. Mais la différence, comme tu le disais, c'est que l'argent du régime général va à la caisse des dépôts et consignations. L'argent des complémentaires, ceux qui sont dans les ex-mutuelles, parce que ce sont plus mutualistes, les assurances qui se portent candidates pour obtenir le marché, font ce qu'ils veulent, font ce qu'elles veulent de l'argent. Ils vont au Crédit Agricole, ils vont dans n'importe quelle banque, ils boursicotent. Alors que l'idée est complètement logique. Quand on met son argent à la caisse des dépôts, on évite le boursicotage, puisque la caisse des dépôts ne va pas à la bourse. Pour l'essentiel, c'est le principe. Il y a eu des tas de coups de canif ou de coups de couteau qui ont été mis dans ce principe depuis 1945, mais quand même. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? Parce que les cotisations rentrent chaque jour ou presque, et puis les prestations, oui aussi, elles sortent chaque jour ou presque. Mais il y a un fonds de roulement disponible, et on est sûr qu'il l'est, puisqu'il n'y a pas de concurrence, c'est obligatoire.
pourraient bien s'en servir. Évidemment qu'ils s'en servent. Pour faire quoi? Du logement social, du prêt aux collectivités locales. C'est formidable, mais pas les banques. Donc les complémentaires, cet argent-là, s'en va du côté des actionnaires et des placements, voilà. Donc ce qui se passe en ce moment et qui nous est présenté comme avantageux parce que l'employeur a participé, est un écran de fumée qui masque le véritable objectif, qui est celui de lentement désagréger la Sécu au profit des assurances. Bien sûr. Voilà, donc... on vient de faire une émission fournie avec beaucoup de renseignements. Je vous invite à l'écouter 2-3 fois peut-être pour tout entendre. Mais c'est très très important. On aurait pu aller beaucoup plus loin. Est-ce que Mathilde, tu veux faire un mot de conclusion sur ce qui se passe en ce moment, etc., ou sur les deux budgets, budget de la sécurité sociale, budget de l'État, on pourrait parler de plein de choses, hein. Voilà, assez rapidement. Peut-être une conclusion rapide en disant que le vrai problème qu'on a constaté nous sur ce débat budgétaire, et j'englobe les deux, la Sécu et le budget de l'État, le vrai problème c'est qu'il y a une volonté de vouloir faire des économies sur les dépenses, mais des dépenses qui concernent le quotidien en fait des citoyens et des citoyennes. Donc il y a une volonté de vouloir faire des économies sur les dépenses, mais pas d'aller chercher des recettes. Et en fait, c'est ça le vrai problème, c'est que si on ne va pas chercher des recettes dans, j'allais dire dans les poches des multinationales, des grandes fortunes, et ben en fait on se retrouvera toujours à essayer de rogner ici et là, à dire aux Françaises et aux Français, bon bah maintenant vous allez diminuer votre consommation d'électricité ici et là, voilà pour faire des économies. Mais on laissera toujours les multinationales et les grandes fortunes s'enrichir. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de remettre en place l'impôt sur la fortune et qu'il y ait aussi des impôts qui soient répartis on élargisse la tranche aussi, à 14 tranches les impôts pour que aussi les grandes fortunes puissent payer des impôts à la hauteur de leur fortune. Tu peux nous rappeler la devise de la sécurité sociale, là, ça serait bien. Effectivement, c'est le moment de le dire, parce que le principe de la Sécu fonctionne à l'inverse du budget de l'État. Le budget de l'État, vous l'avez rappelé, c'était donc, on vote d'abord les recettes, puis on est contraint par ce résultat-là, et on va voir ce qu'on fait des sous dont on dispose. Pas la Sécu. Le principe de la Sécu, c'est on soigne. On garantit la retraite, 1, à la hauteur des besoins. 2, on va chercher l'argent qui correspond à ce besoin. Par quoi? Le taux de cotisation. Mais comme c'est obligatoire et que tout le monde y est, jouer de 0,1% donne un résultat financier formidable. Mais là, il y a une bataille. Le taux de la cotise. Voilà. Oui. Tout à fait, puisque ça, c'est des charges. Voilà. Alors, c'est comme un mot sur les charges. C'est très bien, rapidement, s'il te plaît. C'est bien de le dire ici pour que les gens entendent bien qu'il n'y a pas de charge sociale. On a expliqué tout à l'heure que c'est la différence entre le brut et le net, et que le brut, c'est le salaire des gens. Quant à l'existence d'une part patronale, eh bien, ça peut faire l'objet de discussions. Qui produit la richesse? Le capital ou le travail? On a entendu dans ma remarque la réponse. Je pense même qu'on peut oser pousser la réflexion en disant, finalement, ce qu'on appelle la part patronale, ce n'est jamais qu'une part salariale qu'on a renommée autrement, car c'est le travail qui produit la richesse. Tout à fait. On va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup, François et Mathilde, d'avoir passé du temps avec nous. Et puis, j'espère que ça aura éclairé des gens. Et puis surtout, vous pouvez, sur Radio Laser, nous envoyer un mail si vous voulez avoir d'autres explications et d'avoir les sources des chiffres que l'on a donnés. Tous les chiffres viennent des ministères, soit des finances, etc., ou de la santé, etc. Ils sont tous du ministère. Il n'y a pas un chiffre qui ne vient pas du ministère. Je me permettrai de rajouter que nous projetons sans cesse le documentaire La Sociale,
qui raconte l'histoire de la sécurité sociale et que vous pouvez venir le voir quand il passe près de chez vous. Pour cela, il suffit de vous inscrire sur notre liste de diffusion. Je vous la donne. Prenez note. Contact @lesjoursheureux-rennes, tout attaché, .fr. Et bien, sur ces bonnes paroles, je vous dis à une autre fois pour une autre émission. La prochaine émission traitera de l'agriculture. Et voilà, et je vous dis bonne fin de journée. Au revoir.